Bonjour, je suis Louis Pailloux, donc je suis professeur de philosophie, poète depuis de nombreuses années. J'écris de la poésie et aujourd'hui je suis venu parler et vous présenter mon recueil, donc Rempartance, qui a été édité par les éditions Olny, dont l'éditrice est présente ici et que je salue évidemment. Alors, pourquoi avoir choisi ce titre Rempartance? Alors j'ai choisi ce titre de Rempartance parce que, d'une certaine façon, je trouvais que dans la langue française et plus largement, il n'y avait pas de terme qui reflétait précisément la réalité que j'ai voulu dépeindre à travers ce néologisme. En l'occurrence, Rempartance, c'est un terme qui est composé, comme on le conçoit, de rempart et de partance. Et je trouve que dans nos vies, en fait, toutes nos vies sont construites sur cette tension entre des choses qui nous environnent, qui sont comme des barrières, des remparts qui nous protègent, et un désir de partir, un désir, justement, ce que reflètent les partances, de voyage. Sauf que cette tension se heurte entre ce qui nous protège et ce qui nous appelle, d'une certaine façon, pose problème parce que la barrière, le rempart, peut devenir clôture sur soi. De la même manière que la partance, le voyage, l'expérience qu'elle va chercher, peut se retrouver d'une certaine façon une sorte d'enfermement. Et le rempartance, ce n'est pas parce qu'on voyage, ce n'est pas parce que l'expérience, on va la faire au loin, qu'on ne peut pas se retrouver prisonnier de soi. Et donc c'est cette tension intérieure entre une volonté de partir, de s'échapper à soi ou de se retrouver ailleurs que je voulais interroger. Et cette tension entre désir de partir et impossibilité de rester, c'est une sorte d'obsession du mouvement empêché. D'où vient-elle? Cette obsession me vient d'un vers de Rimbaud que j'avais lu il y a longtemps qui disait « on ne part pas ». Et en fait, ce qui m'avait amené à réfléchir sur mon propre recueil et sur sa propre aussi vie, c'est que au fond, si on ne part pas, quand bien même on a l'être qui allait, l'homme au sommet le devant, qui allait à peu près partout, en fait, c'est parce qu'au fond, au plus lointain qu'on puisse aller, on se retrouve toujours à revenir à une forme de racine qui est la racine d'où on peut écrire, d'où on peut prendre du recul sur notre propre expérience et sur toutes ces expériences qui ont été les nôtres. Et au fond, cette obsession que vous décrivez pour la partance empêchée, il me semble que c'est une caractéristique aussi de notre époque qu'il faut décrire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que toute la géographie est ouverte, mais au fond, la géographie intérieure est toujours d'un territoire, d'un endroit à partir duquel on peut mieux rêver le monde. Et au fond, toutes ces partances empêchées, c'est aussi à la fois des vies qui sont empêchées financièrement ou pour toutes sortes de raisons de voyager, de partir, et à l'inverse, des vies qui peuvent partir et qui n'ont plus le sens du lieu, qui n'ont plus le sens de l'endroit où exister, où penser, où se retrouver. Le troisième chant, le port d'Éliane, introduit une dimension narrative et quasiment romanesque. Comment est-ce que vous articulez la poésie et le récit sans pour autant perdre la densité du vers? Pour moi, justement, ça pose une question essentielle par rapport à la poésie et à son devenir historique. C'est qu'il me semble qu'on a eu tendance à réduire et à un peu couper les ailes épiques de la poésie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la poésie, d'une certaine façon, de longue date, la poésie épique notamment, essayait de concilier la densité du vers et la narration. Or, il me semble que avec le fait qu'aujourd'hui la poésie se veut plus intimiste, plus fermée sur les sentiments intérieurs, elle en a oublié un peu ce souffle romanesque qui a longtemps été le sien. Et quand je pense à un poète comme Desforêts que j'aime bien, dans ses Mégères de la mer, son propre doute à terminer ce poème épique, qui en est un, me fait réfléchir. Je me dis, mais peut-être que parfois, on a tellement intériorisé les limites qui devraient être celles de la poésie, qu'on en oublie son potentiel, son pouvoir de respiration, son pouvoir de nous ouvrir des horizons, comme l'a pu le faire parfois, évidemment, Perse à sa façon. Et je pense qu'il peut être bon d'associer la narration et le vers, parce que la densité du vers tient l'histoire, permet que l'histoire puisse se condenser, puisse s'exprimer d'une autre façon. Il y a une citation dans Éliane qui m'a beaucoup marquée. Éliane aime les questions qui nous dérangent, plus encore qui nous désarçonnent. Est-ce qu'elle pourrait également s'appliquer
à votre propre écriture et à votre manière d'aborder le monde? Je pense qu'elle s'y applique, et je m'y implique éminemment, dans le sens où, en fait, toute question doit nous troubler, de la même façon que toute poésie doit et peut nous troubler. Sinon, ça me rappelle un mot d'un musicien célèbre du 19e siècle, Chabrier, qui disait, à propos d'un musicien de son époque qu'il n'aimait pas, c'est une musique que ça en vaut pas la peine. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au fond, toute question, toute œuvre doit nous troubler, doit nous désarçonner au plus profond de nous-mêmes. Et Eliane, en fait, cette quête identitaire, le lecteur et la lectrice le verront, qui est la sienne, en fait, cette quête identitaire, c'est la nôtre. Dire « je sais qui je suis », c'est une erreur. À chaque instant, notre vie est faite de fragments, de brisures. Et je pense qu'au fond, la quête d'Eliane, c'est celle de nous tous, disons du fait que nous nous posons autant de questions qui, comment dirais-je, nous plongent dans une sorte d'intériorité trouble que la poésie a à charge de restituer. Votre recueil Rend Partance donne une place toute particulière aux exilés, aux solitudes collectives et aux vies empêchées. Est-ce que vous pensez la poésie comme un geste politique? Je pense que la poésie est aujourd'hui un geste éminemment politique, et il faut d'abord préciser dans quel sens je l'entends. J'entends politique, et là-dessus je me revendique de l'écrivain Charles Péguy, comme une sorte de communauté d'amitié, une fraternité des amis. Et le premier geste de la poésie doit d'abord être un geste de fédération, d'union. Mais attention, pas une union comme une sorte de rassemblement de personnes unies derrière un slogan ou derrière un chef. Bien au contraire. La poésie, c'est l'union de singularités dissemblables. Et il me semble à ce titre que la poésie, en fait, unit toutes ces vies, tous ces exils, à la fois intérieurs, à la fois des exils obligatoires, si j'ose dire, des exils de personnes qui doivent fuir leur pays. Et le geste politique que je voudrais mettre en avant, c'est la nécessité absolue, dans le monde dans lequel on est, dans lequel on vit, de considérer que la poésie, sa puissance verbale, sa puissance expansive, sa capacité mémorielle, parce que la poésie est d'abord et avant tout, et l'a toujours été et le sera toujours, un art de la mémoire. Et à l'heure aujourd'hui de l'indifférence, de l'anonymat, de quantité de vies qui se trouvent abandonnées à elles-mêmes, la poésie doit à la fois, me semble-t-il, s'en faire le porte-voix de tous ces êtres, de toutes ces vies, et doit résister contre ce processus d'anonymation. Et la poésie a une capacité résurrective. Là où l'histoire travaille l'archive, la poésie travaille la résurrection. Et c'est un geste éminemment politique. C'est un geste d'aller chercher ces vies, de leur redonner chair, de leur redonner sang, et qu'elles ne soient pas seulement des statistiques dans un journal. Et c'est ça, fondamentalement, la dimension politique essentielle de la poésie, de donner chair et corps à tout ce qui fuit, à tout ce qui nous semble lointain. Elle nous les rend familiers, elle nous les rend très proches. Si écrire, c'est donc résister, résister à quoi? Il me semble d'abord que la poésie doit résister contre elle-même, contre une pente qui a parfois été la sienne, d'être dans une sorte de quant à soi, dans tous les sens du quant à soi, où il y avait des recettes apprises, il y avait des recettes vendables, facilement. Au fond, non. La poésie, d'abord, elle doit lutter contre les facilités de la rhétorique. Bien sûr que la rhétorique est un outil, mais la poésie doit transcender l'outil. Au fond, toute perfection est au fond la transcendance d'une discipline. Et ça signifie que la poésie, elle se doit toujours d'aller plus loin qu'elle-même, d'aller plus loin que les limites sociales, les limites sociologiques qui lui sont données, d'abord. Dans un deuxième temps, la poésie doit lutter contre les industries culturelles, contre la nécessité de devenir facilement vendable, de devenir facilement assimilable et consommable. La poésie n'est pas ça. La poésie doit résister. La poésie, bien qu'elle s'exprime en quelques vers parfois, condense le monde, condense une possibilité de résistance, condense des univers extrêmement plurivoques, des univers extrêmement vastes. Et il me semble que c'est cette capacité de résistance. La poésie est pluralité. Elle nous ouvre à des mondes multiples. Et c'est ça qui fait résister, me semble-t-il. Et que pourrait la poésie que ne peut pas la prose? Bien précisément, il me semble, pour reprendre une métaphore qu'un ami m'avait suggérée une fois, et je pense qu'elle est juste, au fond, la prose, et la prose romanesque éminemment, si on prend la main, au fond, la prose romanesque, elle déplie et elle déploie un univers, mais elle le fait avec un luxe de détails,
un luxe, une profusion. Et je pense que dans cette profusion, parfois, elle perd ou elle peut perdre la capacité, je reprends la main, la capacité, comment dirais-je, de condensation, la capacité de fulgurance, la capacité de rassemblement que peut avoir la poésie. Et au fond, dans un monde où on n'a jamais autant publié, que la prose romanesque n'a jamais été autant surreprésentée, au fond, la poésie permet une sorte de ressourcement sur l'essentiel. Et au fond, je pense qu'il ne faut pas forcément séparer prose et poésie, c'est simplement que ce sont deux travaux parallèles. L'un qui est un travail, qui est une sorte de processus de déploiement et de développement, alors que la poésie a son pouvoir absolu dans une sorte de supernova, la poésie. C'est une sorte d'étoile qui, à un moment, explose et dans son explosion, nous donne à penser, nous donne éminemment à penser. Et parfois, peut-être que la prose romanesque dilue, en fait, et nous rend d'une certaine façon trop facile certaines choses. Et la prose romanesque, parfois, nous conduit, nous ouvre un peu toutes les portes. Alors, au fond, que la poésie, parfois, a le charme absolu et la profondeur absolue du mystère et du secret. Ce que le roman peut difficilement préserver. En tout cas, un roman, en tout cas, qu'on voit surreprésenté aujourd'hui. Aujourd'hui, on assiste dans le milieu éditorial à un mouvement comme de retour de l'écriture poétique ou fragmentaire. Pourquoi, selon vous ? Alors, il me semble qu'il y a des causes qui sont exogènes à la poésie. Ce sont des causes qui sont malheureusement des raisons sociales et sociologiques. Aujourd'hui, il faut aller vite, il faut que ça clique, il faut qu'on soit dans le bref, il faut liker, etc. Problème, c'est confondre la rapidité du message avec la densité d'un énoncé poétique. En l'occurrence, la rapidité, le bref, fait que dans l'esprit de beaucoup de gens, on a une tendance à associer un texte avec du consommable rapidement. La poésie, ce n'est pas ça. Et je pense qu'on l'a réduit de plus en plus à n'être qu'une sorte de slogan. On associe quasiment sans le vouloir, presque inconsciemment, la poésie et le slogan, la poésie et la publicité. On le voit parfois traîner parfois dans nos rues de façon, disons, je dirais, presque institutionnelle. Je pense que la logique n'est pas toujours mauvaise, mais le fond de l'histoire est très problématique. Pourquoi ? Parce que la poésie, au fond, est une densité qui fait penser, la publicité, elle, fait oublier. La poésie crée de la mémoire et du souvenir, la publicité crée du néant, et au fond, c'est une vie de fantôme. C'est ça le problème. Et la poésie veut du chair et du sang. La publicité n'est rien d'autre qu'une profusion de spectres. Votre livre se présente comme un recueil, petit et souple, qu'on peut toujours avoir dans la poche. Le voilà. Pensez-vous que la poésie doit être comme un viatique qui accompagne notre quotidien ? Elle l'est éminemment, si l'on se souvient que le terme de viatique est d'abord un sens spirituel, plus même que religieux, c'est ce qui accompagne nos heures. Et au fond, je trouve que dans la vie dans laquelle on se trouve tous abandonnés, délaissés au quotidien, la poésie en tant que viatique, et surtout dans le format qui est le format de Rempartance et du recueil, on peut l'avoir dans sa poche. Il y a quelque chose de familier dans ce contact qu'on peut avoir avec la poésie. Et c'est un viatique au sens précis où à chaque heure, on peut, à mon avis, on peut, semble-t-il, prendre une page et s'y laisser rêver, s'y laisser bercer. C'est ça le sens profond du viatique. Le viatique et la poésie comme prière, c'est créer un espace de résonance en soi. Et c'est ça qui est fondamental dans le monde bien trop pressé dans lequel on vit. Créer un espace de résonance. Et pour finir, à qui est-ce que vous conseillez votre recueil ? Alors, évidemment, je n'aurai pas l'outrecuidance de le conseiller à toutes et tous, mais je pense que c'est un recueil qui est un recueil, comme je l'ai dit, de résistance par rapport à l'exil, par rapport au sentiment de solitude contre lequel on se bat à chaque instant, quelles que soient nos vies et quels que soient nos domaines. Donc au fond, je pense que c'est un recueil qui s'adresse d'abord à tous les êtres qui se sentent en partie dépossédés de leur propre vie et de leur propre langue et de leur propre langage. Qu'au fond, là-dedans, ils se sentent à la fois incités à parler, à écrire, à entendre des résonances, que ce livre fasse écho dans leur propre vie et leur donne et les incite eux-mêmes à entendre au fond d'eux-mêmes ces voix qu'on ne veut plus entendre, ces voix qui sont au bord du silence, qui ne sont pas encore tout à fait tues, que le monde si bruyant dans lequel on est n'a pas encore totalement tué. Et au fond, c'est d'abord aux gens qui prisent le silence, qui prisent ce que le silence leur donne à penser et à ressentir, auxquels je m'adresse.
et évidemment plus largement à toutes les personnes pour lesquelles le mot est une vie en soi, qu'un verre peut transformer une vie, et qu'on est prêt à, d'une certaine façon, à tout quitter pour suivre un verre, un moment, quelque chose qui a donné du sens, enfin, ai-je envie de dire, à notre existence. Merci Louis Payou. Merci à vous. Qu'es-tu donc, Ouessant, austère déchiqueté du large et du silence, sinon maturité des paupières, salinité des yeux, rescapé du songe des heures et du front-veur. Je ne veux plus en moi que tes lacérantes pointes, mammifères captifs de la pierre. Je ne désire plus que ces visages granitiques ou ces micas d'Islande, mégalithes dressés sous le soleil d'août laiteux comme l'iroise démontée. Ouessant, ouessant, fleuri par les genêts d'Espagne et les arméries maritimes, mes images se ressemblent, mais pas toi. Mes mots se dénudent à ton approche, moins que toi. Ô sainte terre irréductible, sémaphore d'extrême Occident, rien ne t'est semblable. Je bavarde et tu t'esquives, je parlote et tu t'enfuis. Ouessant des contes et bouts du monde, ouessant silence et de l'échouage, me voici parmi tes formes. Très au loin, invisibles à l'œil nu, les falaises de bruyère, les végétations aisées de la côte, les dentelures prodigieuses de l'intangible. Très au loin, ces terres d'où il fallut partir, jadis, pour s'en aller gagner pain, sueur et lente bouchée de mort. Ces terres du bout du monde, d'où il ne semblait pas qu'il y eût plus loin une autre île encore, où l'on pouvait construire, échafauder des bâtisses sur des ruines hors d'âge et les contreforts du vent. Ouessant, ô Ouessant, que de vies se sont perdues à te rendre un peu habitable. Toi qui ne voulus jamais frayer qu'avec la mer, blanche, noire, ou de quelque autre sorte, et les flots d'une mémoire sans homme. L'on construisit de premières maisons, faites de 3 fois rien. L'on pria comme prient ceux qui n'ont rien. Très tôt levé, pierre après pierre, l'on maçonna des pénates, l'on cimenta des chapelles, l'on se drapa de pierre, de vent et de Dieu.